Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Café des Sports, Radio Foot International, auquel vous êtes apparemment, selon vos messages, toujours très fidèles à la version audio, mais fidèles aussi à la version vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous voir et même voir cette séquence du Café des Sports sur notre page Facebook à tout moment, celle de RFI, celle de Radio Foot, et même la page YouTube, la chaîne YouTube de RFI. En tout cas, ce Café des Sports du vendredi, on est toujours un peu à distance, toujours un peu confiné, malgré le déconfinement en France. Alors, Café des Sports avec Rémi Ngono. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, bonjour à tout le monde. Rémi, super élégant aujourd'hui pour ceux qui peuvent le voir avec son complet gris ourlé de gris clair. C'est très beau, Rémi. Bonjour Xavier Barret. Vous faites dans la couleur soft aussi, un peu dans le gris aujourd'hui. Bonjour Annie, le bleu, couleur de la France. Hein. Là, on le vient de bleu, la fêter chemise, la mais fête pas du la général veste. de Gaulle. Si, elle a des liserés bleus, très fins, mais... Ah, ça se voit pas. Désolée. La vidéo, c'est un peu traître aussi. Bonjour Réfé. Bonjour Annie, bonjour à tous. J'ai mis les gris aussi. Alejandro Valente. Et puis nous accueillons aujourd'hui pour le début de notre débat et de ce Café des Sports en Italie. Il est là toujours fidèle au poste. Matteo Cioffi, bonjour. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Vous avez pas mal de choses à nous dire parce que là-bas aussi le football reprend, n'est-ce pas ? Ouais, ça fait une semaine qu'on a recommencé à parler du calcio, on en avait besoin. Voilà, c'est pour ça que God save the calcio. Et voilà, donc ouais. on est vraiment de nouveau dans... Sauf que le championnat n'a pas vraiment repris. On en a besoin ici en Italie. Voilà, pour l'instant on est côté Coupe d'Italie et on y reviendra. M'a aidé à préparer cette émission David Finzel et puis nos réalisateurs Souel Kedir et Laurent Salerno, le tandem, et là bien sûr fidèle au poste. Alors dans les débats du jour, encore confinés donc, nous aurons ce premier titre pour Napoli, premier titre depuis 6 ans, la Coupe d'Italie, gagnée face à la Juventus Turin de CR7. Naples en fait dit merci Gattuso. L'entraîneur pourtant assez récemment débarqué à Naples puisque c'était avant le confinement, juste au moment de Noël. Faut-il s'inquiéter aussi pour la Juve et penser que ce sera bon pour l'Olympique lyonnais? Et oui, car la Ligue des Champions revient en août au Portugal et avec une nouvelle formule, nous allons vous raconter. Le suspense toujours en Liga du côté de l'Espagne, le Barça et le Real séparés par 2 points comme avant le confinement. Alors qu'en Bundesliga, le Bayern est lui déjà sacré champion 2 jours avant la fin. La Première Ligue a repris, mais une Première Ligue au ralenti. Peu de buts et peu de spectacles pour les matchs de reprise, mais beaucoup de blessures dures pour les corps après le confinement. Et nous en parlerons justement. Radio Foot, le Café des Sports, c'est parti. Milik che va sul punto di battuta, questo è un match point per il Napoli, parte la rincorsa del polacco, il suo tiro, la palla in rete, il Napoli ha vinto la Coppa Italia vincendo 4-2 ai calci di rigore per il Napoli e la conquista della sesta Coppa Italia. Au défi du coronavirus qui a peu sévi au pied du Vésuve, les supporters enflammés de Naples, privés de stade pour cause de huis clos, bien sûr, pour la finale de la Coupe d'Italie, mais ils ont quand même fait la fête dans les rues en attendant le retour du trophée. C'est le premier trophée depuis 2014. Alors, vainqueur Napoli d'une finale un peu bizarre, Matteo Cioffi, non ? Elle s'est décidée au tir au but pratiquement depuis le début du match. Vous aviez prévu ce scénario, que ça se terminerait comme ça. Mais c'est quand même une victoire méritée pour les hommes de Gattuso et pour Naples.
Absolument, il n'y a pas de doute sur le fait que Napoli a mérité cette Coupe d'Italie, car si on regarde le match dans les 80 minutes réglementaires, on a vu que certainement les hommes de Gattuso ont mieux géré la rencontre et surtout ont empêché à la Juve d'exprimer son jeu en deuxième partie de jeu, en deuxième partie de match, car la deuxième mi-temps a une seule couleur qui est celle des Azzurri. Et c'est pour ça qu'on a même pu remarquer une grande faiblesse, un grand retard physique de la part des bianconeri. Et là, Gattuso l'a compris, il a fait les bons choix même sur ce qui concerne les remplacements et il a mis en sévère difficulté la Juve. Napoli aurait pu au moins 3 ou 4 fois ouvrir le score et remporter déjà le match dans les 80 minutes. Donc les pénaltys, c'est quelque chose qui, je répète, est extrêmement mérité pour les Napolitains, pas de doute. Xavier Barret, est-ce que c'est Naples qui a gagné ou c'est la Juve qui a perdu? Naples a quand même un peu gagné. Il faut rappeler qu'en championnat, la dernière confrontation à Naples, c'était le Napoli qui s'était imposé. Donc, c'est une équipe, on sait, qui a un vrai potentiel. Au match aller, si vous vous souvenez, ça s'était terminé 4-3 pour la Juventus à Turin. Ça a été un match incroyable. Donc, il y a une vraie rivalité entre les deux équipes et surtout une vraie rivalité sportive. Même si Naples ne va pas très bien en championnat actuellement. Ils sont 6e, ils sont loin des places européennes en Ligue des Champions. Oui, ils ont eu un début de saison un peu compliqué, mais ils sont en train de revenir, ce qui a d'ailleurs coûté sa place en partie à Ancelotti. Mais ils sont en train de revenir et surtout, ce qui a fait la force de Naples pendant toutes les années Sarri, ça a été ce 4-3-3 extrêmement offensif, extrêmement séduisant. Et en fait, Gattuso a rétabli ce 4-3-3 qu'Ancelotti avait essayé de modifier en revenant vers plutôt un 4-4-2 qui est sa marque de fabrique. Et en fait, Gattuso, en revenant aux racines du jeu napolitain, a revigoré cette équipe avec des nouveaux joueurs, parce qu'à ça aussi, c'était l'effectif un peu le même effectif qui tournait avec Sarri. Là, il y a eu quand même des renouvellements, donc il a fallu une période d'adaptation. Et on voit que ce Naples est à nouveau très compétitif. C'est très bien pour la Serie A et puis c'est bien pour la Coupe d'Italie, même s'il faut rappeler que la Juve l'avait déjà perdu la saison dernière, la finale. Oui, et il faut rappeler aussi, c'est marrant, Matteo, dans l'histoire, c'est que ces deux équipes s'étaient retrouvées une seule fois en finale, c'était en 2014, et c'était déjà un Juve-Naples qui avait tourné à l'avantage de Naples sur un score de 2-0. Oui, on peut dire que Naples commence tout à petit à devenir la bête noire des bianconeri, parce que Xavier l'a souligné, et à mon avis c'est très important, la victoire de Napoli en championnat 2-1 contre la Juve a montré que cette équipe a une valeur, et c'est l'aspect que le même Gennaro Gattuso a voulu toujours souligner à Aurelio De Laurentiis, parce que vous savez que les choses à Naples, à partir du 3 novembre, avaient commencé à, disons, prendre une mauvaise voie. Il y avait eu cette révolte à l'intérieur du vestiaire, car le président avait ordonné à ses joueurs d'aller au vert. Une partie des joueurs avaient refusé. Et Carlo Ancelotti avait essayé d'être le médiateur de cette guerre qui commençait à devenir toujours plus chaude entre d'un côté le président et de l'autre les joueurs. Il n'a pas réussi, c'est pour ça aussi, c'est une des causes qui ont poussé Ancelotti à quitter le club. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Gennaro Gattuso qui a été accueilli de manière très froide, mais Gattuso a tout de suite compris l'esprit qui régnait dans ce club, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Gattuso, il a convoqué tous les joueurs, il a fait un face-à-face avec chacun d'eux, et leur a dit, écoutez mes chers, si on n'est pas unis, cette année ce sera une catastrophe totale, on n'aura même pas l'opportunité de nous qualifier pour un trophée européen. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester ici? Vous voulez jouer? Si la réponse est oui, il faut donner le tout pour les tout. Ensuite, il est allé chez le président Aurelio De Laurentiis et lui a dit, Monsieur le Président, à partir de maintenant, il faut baisser l'âge des guerres et commencer à travailler tous ensemble. Il faut avoir de la confiance dans ce groupe, il ne faut pas faire des révolutions sur le mercato de janvier, et il faut croire dans les effectifs qu'on a. Et les résultats, on les voit, parce que si on regarde en championnat,
Napoli, dans les 6 derniers matchs, il en a gagné 5. Donc, ils sont de nouveau en course pour une place, c'est vrai, dans la Ligue Européenne, qui est un objectif secondaire par rapport à la Ligue des Champions, mais c'est quand même une possibilité de C'est la participer scène l'année européenne. prochaine à un trophée international. Donc, à partir de là, les choses sont améliorées et on l'a vu mercredi soir avec ce trophée qui manquait à l'appel depuis 6 ans. Donc, Ouais. voilà. Le Bravo. surnom en plus de Gattuso, par rapport à ce que vous nous avez raconté, colle complètement puisque son surnom c'est celui qui rugit, quoi. Donc, Ringhio. ouais, voilà, il a réussi à remettre les choses au pas. Rémi, dans cette équipe de Naples, en plus, on ne manque pas de talent parce que on avait évoqué Dries Mertens la semaine dernière qui a battu un record de buts. Et qui est devenu le meilleur buteur historiquement de ce club. On a aussi Insigne, on a un groupe effectivement, et puis Kalilou Koulibaly qui est le défenseur. Donc on a tout un groupe qui était peut-être sous-coté par rapport à son classement. Oui, vous avez parlé d'un groupe, c'est-à-dire que les individualités se retrouvent dans un groupe, un collectif. C'est-à-dire à chaque ligne, il y a des forces. Alors que de l'autre côté, c'est pour ça que justement cette équipe de Naples, même depuis 2 ans, moi j'ai toujours dit, elle était très très dangereuse à rencontrer, que ce soit au niveau de l'Europe ou que ce soit du côté de l'Italie. C'est vrai qu'avec le laxisme d'Ancelotti, c'est allé un peu en vrille, mais avec la rigueur de Gattuso, ça devient encore une équipe beaucoup plus compétitive, une équipe qui est harmonieuse, parce que c'est d'abord ça le football, c'est un jeu collectif. Donc quand on essaie de voir, c'est des gens qui sont affamés, qui se jettent pratiquement en groupe pour défendre, pour attaquer, ce qui n'est pas le cas du côté de la Juve. C'est pour ça que justement, il y a 2 styles différents. Donc aujourd'hui, quand j'essaie de regarder Naples, devant, bien sûr, la Juve. Certes, le match n'est pas beau. Certes, ce n'est pas le grand football que j'aurais souhaité voir. Mais bon, on dit, il y a un proverbe africain qui dit, entre le borgne et l'aveugle, on choisit le borgne. Alejandro Valente, est-ce qu'on retrouve d'une certaine façon le style napolitain? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, et notamment sur la scène européenne, on les voyait vraiment s'imposer, ces Napolitains. Et il y a quand même cette effervescence dans le stade de San Paolo, on le sait, mais c'est une équipe qui semble avoir une âme, effectivement, pratiquement plus que des stars. Oui, et je pense que Gattuso, finalement, c'est bien fondu quand même dans cette équipe. Lui qui a fait ses classes comme entraîneur au Milan AC, a trouvé, je pense, à Naples un club qui correspond davantage à son caractère et à ses qualités. Il dit, si on fait bien les choses, on finit par en récolter les bénéfices et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il a fait un bon travail que Matteo nous a décrit et aujourd'hui, il commence à récolter les fruits et c'est peut-être pas terminé. C'est un jeune entraîneur, mais qui a su aussi lire les faiblesses de la Juventus. On avait vu une équipe de Juventus qui a du mal physiquement depuis le retour. Déjà face au Milan AC, elle s'était qualifiée au bénéfice d'un but marqué à l'extérieur avant les confinements, mais il n'avait pas réussi à bousculer le Milan AC. Et pareillement, on a vu des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Dybala qui n'avaient pas vraiment des occasions à se mettre sous les pieds. Et aujourd'hui, on sent que quand même cette équipe de Juventus est en difficulté physiquement. Il y a des joueurs qui se blessent. Il y a Alexandro qui vient s'ajouter à Khedira. Et on peut se poser des questions sur la fin de la saison de cette équipe turinoise si elle ne parvient pas à hisser un petit peu le niveau. Et les interrogations autour de Sarri ne vont pas l'aider. Oui, on se souvient que dans Radio Foot, on avait effectivement pointé Matteo, peut-être que le grand perdant de cette soirée, ça ne pouvait être que Sarri. Sarri, s'il gagnait, il aurait été mal avec Naples, mais en tout cas bien dans son club et il aurait surtout ramené un premier titre. C'est un peu ce qui colle en plus à son parcours, c'est ce manque de titres, même si, rappelons-le, avec Chelsea, il a gagné la Ligue Europa l'année dernière.
Oui, c'est vrai. En plus, il faut savoir que c'est le deuxième trophée de la saison que Maurizio Sarri perd, car ils ont perdu même la finale en Supercoupe d'Italie face à la Lazio. Et donc, oui, c'est un entraîneur qui commence vraiment à soulever des doutes. Et ce n'est pas un cas si ce matin, la Gazzetta dello Sport a titré Sarri rischio, donc le risque qui est lié à l'avenir d'un entraîneur dont les consignes commencent peut-être à ne pas être vraiment suivies par les joueurs. On l'a remarqué mercredi soir, mais surtout, il y a ce feeling qui manque avec les supporters, les tifosi de la Juve qui ne l'ont vraiment jamais trop aimé. On le considère encore l'ancien, un Napolitain, un entraîneur de Naples. Il est né d'ailleurs à Naples. C'est vraiment le rival, c'est vraiment l'adversaire qui, pendant 3 saisons, a quand même fait souffrir les Bianconeri. Et en plus, il y a le même club qui commence tout à petit à avoir un peu moins de confiance. Vous savez, le grand rêve de la Juve l'année passée, pour prendre la relève de Max Allegri, c'était sûrement pas Maurizio Sarri, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un peu plus charismatique, quelqu'un qui avait surtout du point de vue international une notoriété majeure. Vous avez compris de qui je parle, je suppose. Guardiola et les grands rêves du club tourinois. À la fin, il coûtait trop cher, donc ils ont préféré aller vers Maurizio Sarri, qui était un peu, je ne dis pas un low cost, mais quand même, ça coûtait un peu moins. Et donc, oui, il faut s'interroger sur le futur de Sarri. Et je crois que si Sarri réussira à gagner le campionato, mais le championnat, souffrira en Ligue des Champions, je crois que son futur sera assez signé vers un adieu. Un petit mot, Xavier ? Oui, non, juste pour dire que les supporters de la Juve avaient eu les mêmes réserves à l'époque à l'égard de Massimiliano Allegri quand il était arrivé, puisqu'il était estampillé Milan. Mais c'est vrai que tout de suite, Allegri s'était mis dans le costume turinois et qu'il avait fait gagner la Juve. Sarri, il a quand même aussi un style un peu particulier. Si la Juve l'a recruté, c'est parce que les dirigeants veulent un jeu plus spectaculaire, un jeu plus séduisant. Et c'est vrai qu'il a du mal à imprimer cette patte, comme il a d'ailleurs eu des difficultés à Chelsea la saison dernière, malgré le succès en Europa League que vous évoquiez, Annie. Donc c'est tout compliqué, effectivement, d'intégrer quelqu'un qui a une identité différente dans un club qui a une aussi forte filiation. Moi, je reste quand même très fan de la stratégie de jeu proposée par Sarri. Si ça pouvait rendre la Juve plus sexy, ce serait effectivement extrêmement bénéfique, je pense, pour tout le football italien. Bon, pour le moment, la greffe a du mal à prendre, c'est certain, mais bon, la saison n'est pas terminée. Rémi, est-ce que vous êtes inquiet pour Cristiano Ronaldo? Parce qu'on a l'impression, pour l'instant, Cristiano, il a du mal, alors qu'on l'a vu tellement s'entraîner pendant le confinement, alors certes tout seul dans sa salle de sport. Est-ce qu'il a du mal à se remettre dans le bain, ou est-ce que peut-être que ça ne passe pas avec Sarri? Je crois que ça ne passe pas avec Sarri. On n'a qu'à voir déjà ce que sa sœur a eu à mettre comme commentaire, et surtout la sortie de Sarri, qui dit quand même qu'il est déçu par Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. Quand on essaie de voir, je voudrais bien d'abord commencer par répondre à Xavier Barré. Quand il me parle du style sexy de Sarri, il n'y a pas de style, parce que justement avec Sarri, vous voyez que Cristiano Ronaldo est repositionné, se retrouve souvent avec Dybala, ils sont encerclés, ils sont les seuls offensifs. Il n'y a pas, quand on positionne Cristiano Ronaldo comme avant-centre, qui va centrer? Donc, Cristiano Ronaldo doit centrer. Cristiano Ronaldo doit être à la réception. Cristiano Ronaldo doit avoir des ballons pour marquer des buts. Mais ce n'est pas possible. Cristiano Ronaldo était habitué parce qu'il avait quand même des latéraux au niveau du Real. C'est-à-dire qu'il y avait Carvajal qui savait centrer. Il y avait Marcelo qui donnait des galettes qui étaient impressionnantes. Et il y avait Toni Kroos qui savait envoyer des balles en profondeur. Et il y avait quand même Modric, sans pour autant oublier qu'il pouvait permuter avec Benzema qui jouait les rôles de relais. Mais là, aujourd'hui, il descend. Vous avez vu, pendant la finale, pour toucher la balle, il est obligé de descendre pour aller prendre la balle derrière. Au lieu que Sarri voit que c'est son problème à lui qui ne parvient pas
à imprimer un style de jeu. Certes, il va me dire qu'on ne peut pas transformer les Matuidi, les Pjanic qui ne jouent que par derrière, mais quand même, Sarri, il rejette ça sur Cristiano Ronaldo. Il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne peut pas insulter le chien d'être galeux alors qu'il vous a bien aidé à traverser la rivière. C'est facile de tout mettre sur le dos de Maurizio Sarri, mais il semblerait que Rémi Ngono, il est dos à sa télévision au lieu de la regarder. Qui regarde les matchs de Naples quand c'était Sarri l'entraîneur, on se régalait, c'était du très beau football. Donc il faut effectivement rendre à Sarri. Oui, mais il n'avait pas des stars dans le vestiaire qui veulent peut-être pas faire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On se souvient d'Emery. Emery au Paris Saint-Germain, ça avait été ça. Exactement. Sarri, il a fait à Naples avec un collectif assez anodin, assez anonyme. Il a fait une équipe de stars. Parce que Calieiro, personne n'en voulait, le Real Madrid n'en voulait pas, Raúl Albiol non plus, Insigne, personne ne le connaissait, Mertens, c'était un joueur de deuxième division pratiquement, et il a fait de tous ces joueurs des joueurs de très haut niveau. Bon, voilà, alors par le collectif, effectivement, à la Juve, c'est compliqué, c'était déjà le cas à Chelsea, il arrive dans des vestiaires où il y a des joueurs confirmés, des joueurs qui ont leurs habitudes et qui ne veulent pas forcément se plier à ses desiderata. Donc, c'est très difficile, effectivement, pour lui. Moi, je le regrette parce qu'encore une fois, je trouve que le style Sarri, contrairement à ce que dit Rémi Ngono, c'est un style extrêmement séduisant. Oui, mais il n'arrive pas à être séduisant à la Juve. Rémi, on continue. Matteo, une chose encore sur cette Juve. Est-ce que ça peut être inquiétant? Vous l'évoquiez tout à l'heure et c'est aussi un des tests qui attend Sarri. C'est le moment, évidemment, de la Ligue des Champions. Est-ce que la Juve vous paraît, avec cette contre-performance, voire le premier match de la demi-finale retour, hein, les deux premiers matchs depuis la fin du confinement et surtout la reprise italienne, est-ce que c'est de mauvais augure? Alors peut-être pour le titre qui n'est pas encore gagné parce que la Lazio est très motivée, mais surtout, est-ce que ça peut donner de l'espoir à l'Olympique lyonnais qui, rappelons-le, en Ligue des Champions, dans ce huitième de finale, l'a emporté 1-0 et on avait vu aussi là une Juventus peu convaincante. Annie, c'est sûrement trop tôt de le dire, il manque encore un mois et demi. Non, mais psychologiquement aussi quand même, Matteo. Psychologiquement, c'est vrai que cette défaite, surtout par le fait qu'elle est arrivée contre l'adversaire le moins aimé par la Juve Naples, a certainement créé ultérieurement une fracture au sein de cette équipe. Mais maintenant, il faut travailler. Il y a pas d'autre solution. Il faut se remettre en marche. Il y a le championnat. Le championnat est quand même un objectif important. Si on regarde Cristiano Ronaldo, ce serait fou de croire que le seul coupable de ces deux matchs, ce soit seulement lui. Même si c'est vrai que Ronaldo, ça fait 4 matchs qui marchent pas. Mais en même temps, moi, j'ai toujours cru, et il l'a toujours confirmé, Ronaldo, c'est un moteur diesel. Il commence toujours après une pause de manière très lente, et puis, il met le turbo et il marque. On attend de lui qu'il débloque les situations, c'est ça. Voilà, vous vous rappelez, en novembre, on avait déjà soulevé quelques doutes parce qu'il avait seulement marqué 4 buts dans les premiers 2 mois du championnat. Puis il a commencé à marquer, il en a réalisé 17 goals, dont 11 d'affilée. Ronaldo, c'est comme ça, il a besoin d'un peu de temps pour redémarrer, et quand il redémarre, ça fait mal, hein. Bon, donc voilà, je crois que la Juve pourra compter de nouveau sur ce talent, sur le vrai Ronaldo, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a osé dire que le vrai Ronaldo, c'est pas lui, mais c'est l'autre brésilien, c'est moi. Donc voilà. Non, je pense lui, c'est Cristiano Ronaldo et c'est sans doute la différence. Merci beaucoup, Matteo Cioffi, d'avoir été avec nous en ce début de Café des Sports. À très bientôt, puisque la Serie A reprend. Merci, Matteo. Merci à vous et bon week-end. Merci. À la prochaine. Merci. On évoquait cette Ligue des Champions. Justement, retrouvons quand même cette petite musique qu'on aime tant. Les jeux sont faits pour la compétition Rennes, stoppée à la mi-mars en plein huitième de finale. C'est évidemment la Ligue des Champions. Vous avez reconnu la petite musique qui chante aussi à l'oreille des joueurs. Il reste encore des clubs en attente de qualification. Certains sont déjà qualifiés, mais Alejandro Valente, ouf,
On a déjà un calendrier, on l'attendait, l'UEFA a un peu fait traîner. Il n'y a pas encore tous les détails, mais en tout cas, on sait qu'en gros, la Ligue des Champions, par ailleurs la Ligue Europa et la Ligue des Champions féminines, tout sera concentré sur le mois d'août. Absolument. Bon, c'était l'intention de départ. L'UEFA avait décidé de permettre aux fédérations nationales d'en finir avec leurs championnats respectifs avant de clore la saison européenne. C'était un bon choix. On voit aujourd'hui, et l'Allemagne en est le meilleur exemple, que l'Allemagne va achever son championnat dans quelques jours avec une totale réussite. Cette reprise a été finalement une très bonne chose et je pense que l'Espagne et l'Italie ou l'Angleterre vont aller de même. Et donc après, on pourra se concentrer sur la Ligue des Champions. Alors, l'état des formes aujourd'hui des différentes équipes augure difficilement quel sera leur état de forme au mois d'août. On peut penser que quand même les équipes qui auront eu plus de rodage seront avantagées, surtout dans une formule comme celle-là, où on aura une série de matchs à des dates très rapprochées qui vont quand même requérir que le muscle soit quand même affûté. Mais voilà, je pense que l'UEFA n'avait pas trop le choix. Elle a fait du mieux qu'elle a pu et je pense que tout ça nous promet un mois d'août passionnant. Oui, surtout, c'est une formule donc où on aura à partir des quarts de finale des matchs uniques et non plus des matchs aller-retour comme on a parce que d'habitude on se déplace chez l'adversaire et on reçoit. Là, on n'avait chez pas soi. le choix. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui regrettent ça, qui disent que ça va être plus compliqué. C'est sûr qu'on perd ses repères. Et même aujourd'hui, dans les championnats, on se rend bien compte que les repères à l'ancienne ne sont pas forcément ceux qui vont s'appliquer. Les matchs à domicile ne comptent finalement beaucoup moins. Ne compte pas beaucoup. La fatigue accumulée par des matchs tous les 3 jours. En Espagne, en plus, avec des horaires très compliqués parce que très tardif. À 22 heures et surtout pour les grands clubs comme Barcelone, le Real, l'Atlético, c'est très fatigant pour les joueurs qui ont à peine le temps de récupérer, qu'ils ont déjà un autre match à préparer. Mais bon, c'est comme ça. Les conditions étaient celles-là. On assiste à une saison tout à fait unique et voilà, on verra comment ça va se terminer. Mais en tout cas, ceux qui ont décidé de reprendre ont fait, à mon avis, les bons choix. Oui, en tout cas, donc, précisons, ça sera des matchs uniques. Il n'y aura plus de matchs aller-retour à partir des quarts de finale. Et moi, j'aimerais vous demander, Xavier Barré et Rémi Ngono, Xavier, est-ce que pour vous, c'est retirer un peu l'âme de cette compétition où finalement, la Ligue des Champions, exceptionnellement, pourra plus ressembler à une Coupe du Monde et un Euro où on se qualifie sur match unique? On sait qu'on est dans une saison exceptionnelle, donc il fallait trouver une formule. Moi, je trouve que cette formule du Final 8, avec donc ces quarts de finale, demi-finale sur un match unique, sur un même lieu, c'est plutôt la moins mauvaise formule. À partir du moment où, de toute façon, vous ne pouvez pas jouer avec du public. Puisqu'il n'y a pas de public, que forcément vous êtes sur terrain neutre, vous l'évoquiez à l'instant avec El Jefe, le fait qu'il n'y ait pas de public, ça enlève l'avantage de recevoir l'adversaire, on se retrouve sur terrain neutre. Donc, c'est encore pas sûr que ce soit sans public, même au Portugal, hein, Xavier. On va attendre fin juillet pour savoir. L'UEFA se prononcera d'après la conférence. Ça dépendra des conditions sanitaires, effectivement. Exactement, il devrait décider ça dans la première dizaine de jours de juillet. Donc, il y a le tirage au sort de ces quarts de finale qui aura lieu le 10 juillet. Donc là, on devrait avoir toutes les modalités d'organisation de cette phase finale. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne formule parce que de toute façon, cette formule marche dans d'autres compétitions. En Coupe du Monde, évidemment, l'Euro, la Ligue des Nations nouvellement créée, la Coupe d'Afrique des Nations, tout ça. C'est déjà des compétitions qui ont lieu sur des phases finales sur terrain neutre. Donc, pourquoi pas transposer ça au club à titre exceptionnel? Je ne vois pas tellement ce qu'il y a de choquant à partir du moment où il n'y a pas vraiment d'autre choix. Rémi, que pensez-vous de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions? Est-ce que ça rabat un peu toutes les cartes? Est-ce que ça dévalorise la compétition? Bien sûr que ça dévalorise la compétition. Il n'y a plus exactement… Et d'ailleurs, ça fausse les lois de l'équité, comme j'ai toujours dit. Et deuxième des choses, ça rentrera dans l'histoire parce que ça ne va pas s'appeler Ligue des Champions, ça va s'appeler Ligue Corona. Donc, celui qui pourra au moins se… Mais là, ça ne sera pas pour des raisons de marketing, hein. Ah oui, mais ce sera, vous n'allez pas écrire Ligue des Champions quand vous allez la remporter. Je suggère à l'UEFA d'écrire
Ligue Covid-19. Voilà, ce serait mieux parce que pour que ça entre dans l'histoire et que ça rappelle souvent aux gens qu'on s'est retrouvé dans des conditions inexplicables et inexpliquées. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous disait, par exemple, quand je vois tout ce ramadan qu'on nous a eu à raconter, il y aura des mesures de respect de distanciation, il y aura ceci et cela. Mais je vois aujourd'hui les entraîneurs qui, à peine, ils se voient, ils se saluent, ils s'embrassent. Les joueurs, ils s'embrassent dans le stade. Et en même temps, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas autoriser que les gens soient donc dans les stades, dans la mesure où les manifestations sont autorisées. Je vois, même si elles ne sont pas autorisées, mais je vois, elles se passent un peu partout. Donc, à une certaine période, j'ai dit que c'est aussi de façon précipitée, de la même façon qu'on disait qu'en France, on s'est précipité à organiser, à stopper le championnat. De la même façon, l'UEFA s'est précipité à organiser ce truc-là, juste parce qu'il fallait faire un enchevêtrement d'une compétition. Enfin, Rémi, vous êtes totalement incohérent. Vous aviez milité contre la reprise des championnats et maintenant vous demandez que le public revienne dans les stades. Ah oui, mais justement, parce que si vous reprenez attendez, elle refait. Vous m'avez chanté ici que on va faire le respect de la distanciation. On ne peut pas se saluer, on ne peut pas s'embrasser. Et tout ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis que, mais c'était finalement quoi le but? Mais parce que j'ai dit, le football, c'est un sport de contact. Or, aujourd'hui, j'ai raison, parce qu'on se retrouve dans le contact, on se retrouve avec des joueurs qui s'embrassent et on se retrouve que des joueurs sont… Rémi, les joueurs sont testés, les joueurs, il y a tout un organigramme sanitaire autour d'eux. Bon, en tout cas, évidemment, si l'UEFA a fait ça, c'est aussi pour sauver ses finances. Hein. On sait bien que ce n'était pas non plus que dans un but même pas sportif. Et encore moins sanitaire ou humanitaire. Alors, la Ligue des Champions se déroulera donc entre le 12 et le 23 août et ce sera au Portugal, à Lisbonne. La Ligue Europa, ce sera en Allemagne et ça sera du 10 au 21 août parce que là, il y a encore plus de matchs à jouer et puis plus de stades mobilisés puisque ça sera 2 au Portugal, 4 en Allemagne avec une finale à Cologne. Et puis les filles, elles joueront en Espagne, dans le nord de l'Espagne, et ça sera entre le 21 et le 30 août. Allez, on continue, on file, on fait un petit passage en Allemagne. Le coup de sifflet final, voilà qui est fait, le Bayern Munich, mesdames, messieurs, s'impose 1-0 sur la pelouse du Werder Brême grâce à un but signé Robert Lewandowski à la 43e minute. Et le Bayern Munich, comme attendu, est champion d'Allemagne pour la 8e fois consécutive, la 30e fois de son histoire. Chapeau! Un 8e titre pour le Bayern Munich, le 8e consécutif, mais le 30e dans l'histoire de ce club de la Bavière allemande. Cet ogre qui a une puissance et une force énormes, alors évidemment en Allemagne, et il a été d'ailleurs sacré, c'est à noter, à la 32e journée sur un championnat qui en compte 34, mais c'est aussi un ogre sur la scène européenne. En tout cas, il est toujours là. Il renaît toujours, même quand il y a des doutes, même quand cette équipe nous paraît en perdition. Ce titre, est-ce que c'est surtout à mettre, Xavier Barré, au crédit, je dirais, d'Hansi Flick, l'entraîneur, qui était arrivé comme adjoint de Niko Kovac, qui avait été maintenu à l'intersaison. Et puis finalement, eh bien… Alors moi, je me souviens très bien de David Lortolari qui disait « il est venu pour être l'entraîneur numéro 1 ». Lui, il en était persuadé dès le départ. Donc, ils avaient 7 points de retard. Et là, ils se retrouvent avec 10 points d'avance. Oui, c'est assez incroyable ce qu'a réussi Hansi Flick. Maintenant, ce n'est pas tout à fait un hasard. C'est rarement d'ailleurs le fait du hasard au Bayern. Hein. Tout est programmé. C'est le propre d'un club, alors qui a une puissance financière incroyable, mais qui a aussi des dirigeants qui sont tous des anciens joueurs du club. On le répète assez souvent, mais il y a cette culture et surtout cette connaissance du football. Vous ne pouvez pas raconter à Franz Beckenbauer, à Uli Hoeneß ou à Karl-Heinz Rummenigge qui ont tous gagné des Coupes du Monde, des Euros et bien sûr des Ligues des Champions avec le Bayern ou avec l'Allemagne, que tel entraîneur est bon, ils s'en rendent compte très vite. Et c'est vrai que Niko Kovac, la saison dernière, s'est retrouvé déjà contesté.
Donc, ils ont mis Hansi Flick à ses côtés, comme l'expliquait David Lortolari dans une précédente émission. Bon, bah, c'était cousu de fil blanc qui prendrait le relais. Mais ce n'était pas gagné, effectivement, qu'ils réussissent cette métamorphose aussi rapidement. Et donc là, il l'a réussi de façon magistrale. Bon, Hansi Flick, ce n'est pas quand même quelqu'un qui débarque de n'importe où. Il a été adjoint de Joachim Löw à la tête de la sélection allemande pendant une dizaine d'années. Donc, il connaît parfaitement le football et surtout, il connaît très bien ses joueurs parce que le Bayern de Munich… Beaucoup d'internationaux. Exactement. Donc, il y avait quand même un contexte favorable, mais il a su parfaitement le valoriser. En tout cas, il l'a dit, le premier objectif est accompli. Donc, on comprend bien que pour le Bayern, on ne se satisfait jamais d'un seul titre. Ils disputeront la Coupe d'Allemagne, ça sera le 4 juillet prochain, ça sera contre le Bayer Leverkusen. Et puis ensuite, évidemment, un des objectifs, c'est la Ligue des Champions. Il y a quand même une incertitude, Annie, pour les clubs allemands, parce que le Bayern n'est pas le seul encore en Ligue des Champions, c'est qu'il va y avoir une coupure a priori dans la compétition que n'auront pas les autres, puisque la plupart des autres championnats vont se terminer fin juillet. Ils vont finir très prochainement. Alors que l'Allemagne va finir dans les temps, le 30 juin, ce qui leur évite les problèmes de fin de contrat pour un certain nombre de joueurs. Mais en revanche, ils vont avoir une coupure et vont devoir repartir, notamment le Bayern et le RB Leipzig, vont devoir repartir pour être opérationnel début août pour la Ligue des Champions. Vous avez des doutes, Xavier, vu ce qu'ils nous ont montré en fin de confinement, l'état physique dans lequel s'étaient maintenus les joueurs? Sur la forme qu'ils démontrent actuellement, je pense qu'il n'y a aucun souci, c'est eux les grands favoris de la Ligue des Champions. Maintenant, cette coupure va peut-être un peu rebattre les cartes. On verra. Rémi Ngono, moi je voudrais qu'on parle de la Liga. J'imagine qu'hier soir vous vous êtes délecté en regardant le Real. Le mano à mano continue malgré tout en Espagne, encore d'actualité puisque les deux équipes Barça et Real qui mènent la danse ont gagné. Les Blaugrana l'ont emporté 2-0 sur Leganés. Il y a eu notamment un but de Messi. Hier soir, c'était le Real. Le Real très attendu puisque le Barça avait gagné. Il fallait que le Real gagne. Ils ont gagné 3-0 face à l'équipe de Valence. Et on a vu notamment, Rémi, un excellent Karim Benzema dans cette équipe. C'est vraiment le chef d'orchestre. Je crois que Didier Deschamps, qu'on qualifie de grand entraîneur, devrait quand même regarder ça. Hein. Ou alors, il regarde ça. Ne revenez pas sur ce débat. Parlez pas du Real et de la Liga. Attends, Annie, soyons logiques. Tout de suite, je vous parlais de Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui est en manque de Benzema. Mais aujourd'hui, on voit ça, comment est-ce que Benzema, il n'est pas en manque de Cristiano, apparemment. Ah oui, mais lui, il n'est pas beaucoup en manque de Cristiano, parce que là, vous voyez, c'est le Lyon qui se retrouve même contre Eibar. C'est le seul joueur qui a joué pratiquement tout le match et qui est resté dans le même tempo. Et vous regardez par exemple qu'il a cet instinct de buteur qui lui manquait. Et surtout, comment est-ce qu'il réussit à s'entendre avec Eden Hazard aujourd'hui. Donc, on a vu un Real Madrid quand même qui a joué avec 4 milieux de terrain, avec Kroos en position un peu, non pas Kroos, avec Modric en position un peu avancée. Mais alors, Benzema, dans tous les relais, dans tous les coups, dans tous les… mais c'est pas possible. Donc, il marque ce doublé-là. Moi, je dis, excellent Benzema. Je crois que c'est une véritable leçon à Didier Deschamps et à ceux qui ont toujours dit qu'il ne s'adaptait pas à tout le monde. Mais on voit que Eden Hazard, il s'est adapté à tous les entraîneurs qui sont passés. Voilà, tous les joueurs sont passés, tous les entraîneurs sont passés, mais Benzema n'est resté que le bon Benzema, être quand même titulaire au Real de façon indiscutable. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il faut le faire. Alejandro Valente, ce final, finalement, alors ce n'est pas un final 8 ou 4, là c'est un final à 2 de cette Liga et on voit que vraiment les deux équipes mènent un train d'enfer et on se demande qui va craquer le premier. Je pense le Barça. Ça va beaucoup se jouer sur le physique, donc c'est vrai que le Real a l'avantage. Et sur le banc, on en avait parlé, sur l'ampleur du banc des deux équipes. Voilà, on l'a vu hier avec Asensio qu'on avait complètement perdu de vue, qui rentre et qui marque. Cela dit, hier, si le Real finit très bien, il avait commencé moins bien ce match et sans cette décision arbitrale et très étrange avec cette annulation du but de Rodrigo en première mi-temps, refusé, oui. Le match aurait été différente. Donc voilà, il faut relativiser. Les deux équipes, Barcelone et le Real, ont des atouts.
Et elles ont aussi des faiblesses et c'est difficile de concevoir quelle sera l'issue de la saison parce que ça va se jouer probablement sur des facteurs qui ne sont pas ceux auxquels on est habitué. Ah Allez, non, on mais passe, par exemple. on passe à la... L'arbitrage, déjà. On peut parler de l'arbitrage, c'est quand même incroyable. Hier, il y a un but refusé à Rodrigo on ne comprend pas pourquoi il est refusé. il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Ce qui est rassurant, c'est que visiblement l'assistance vidéo fonctionne au stade d'entraînement du Real Madrid pour juger que les adversaires sont hors-jeu. Mais quand les buts du Real Madrid, comme c'était le cas lors du précédent match contre Eibar, sont soupçonnés de hors-jeu, là, ça ne fonctionne pas et on ne peut pas voir et le but est accordé. Donc, c'est quand même assez étrange, effectivement. C'est pas possible on y que ce reviendra. monsieur, il est revenu avec sa malhonnêteté. Mais qu'est-ce On y qu'on reviendra, Rémi. On va regarder les images. On va regarder les images. Hein, monsieur Ngono. Rémi, C'est pour ça on y qu'il faut regarder reviendra. sa télé. Il ne faut pas être dos à la Ça télé. pouvait être 3-1, ça pouvait être donc 3-1, voire 4-1 ou 5-1. Mais- De toutes les façons, une chose est sûre, c'est que le Real est très fort. Le Barça n'a qu'un seul atout, Messi, qui est impliqué pratiquement sur 18 buts sur 20. Oui, mais Allez, le c'est Barça, bon. quand il y a un but en Xavier, de on position arrête. de hors-jeu, comme c'était le cas de celui de Griezmann, il est refusé. On arrête. On n'a pas le temps, je suis désolée, on ne peut pas aller plus avant dans ce genre de débat et c'est compliqué. Un petit mot, je voudrais dire un petit mot sur la première ligue. It's bounced awkwardly off Luis. It's Sterling 1-0. The first goal of Project Restart. David Luiz's day gets even worse. He's given away more penalties than any other player in the Premier League. That's his fourth of the season. And there was a card showed to him as well. Phil Foden follows in and it's 3. 2 games down, 90 to go on Project Restart. Un avant-goût de Première Ligue. Voilà ce qu'on a eu cette semaine avec 2 matchs en retard et on a eu bien du mal à reconnaître le football anglais si populaire à travers le monde. Pas seulement parce qu'il n'y avait pas cette passion, cette chaleur humaine autour des terrains, huis clos oblige, mais parce que déjà on a eu un premier match avec Aston Villa, Sheffield United, un score nul, 0-0, aucun but dans un match anglais. Alors aucun but. Il y a eu un but, mais il n'a pas été accordé. Voilà. Exactement, Xavier Barret. Comme un peu les problèmes qu'il y a eu au Real là. Là, c'est un litige. La montre de l'arbitre n'a pas sonné. Le but n'est pas accordé à Sheffield. Donc 0-0. Un deuxième match. Alors là, City a écrasé Arsenal. Sévère leçon pour les Gunners. 3-0. Un David Luiz catastrophique. Le festival de David Luiz ou le carnaval de David Luiz vous laisse choisir le terme. Parce qu'en 20 minutes sur le terrain, il a quand même concédé un but, concédé un pénalty et écopé d'un carton rouge. C'est pas mal. En tout cas, il y a eu beaucoup de blessés. On évoquait le nombre des blessés. 2 blessures assez importantes du côté d'Arsenal. Après, il y a eu cette collision quand même entre un défenseur et son gardien. Et peut-être qu'on peut se dire qu'on n'a pas autant de réflexes que quand on est dans la saison. En Espagne, Alejandro, on a De Jong qui est victime d'une fracture de fatigue du mollet droit. Sergi Roberto qui est blessé aussi. Est-ce que quand même, on sait qu'il y a pas mal de blessés en Allemagne. Je vais vous demander une phrase ou deux sur ce thème à chacun, mais est-ce qu'on peut dire que on met en danger la santé des joueurs en reprenant après autant de temps et on sait que certains joueurs, notamment en Angleterre, n'ont pas eu beaucoup de préparation. Rémi Ngono. Je l'avais déjà dit et j'étais justement aussi avec au moins un seul avocat qui voyait déjà que mise en danger de la vie d'autrui, que c'est un crime, que c'est un délit. Et malheureusement, Xavier Barret m'a dit que pour des raisons économiques, il fallait jouer, quitte à aller mourir sur le terrain. Bravo Xavier Barret, bravo. Alors là, bon, je m'inscris totalement en faux sur ce que raconte Rémi Ngono, évidemment. Mais non, ce qu'il faut remarquer, c'est que si vous regardez bien les débuts de saison en général, il y a toujours une cascade de blessures à ce moment-là. Donc, effectivement, on est dans cette situation-là où il y a une reprise, il faut retrouver du rythme. La coupure a été d'ailleurs plus longue que d'habitude et il y a des blessés. Ça, c'est inévitable. Quant à celui que vous évoquiez de Manchester City, c'est un fait de jeu. La sortie d'Ederson qui camionne son coéquipier Eric Garcia au passage et est évacué sur une civière et le match d'ailleurs se termine à 10-10. Bon, ça fait partie des incidents de jeu qu'il peut y avoir, quelles que soient les circonstances. Ça peut arriver souvent avec Ederson parce qu'il a une tendance à sortir très loin de son but et de façon franche. Bon, voilà, ses coéquipiers le savent.
Là, Eric Garcia, c'est un jeune joueur espagnol qui était titularisé par Pep Guardiola pour l'occasion et qui, malheureusement, n'a pas pu l'éviter. Donc, il y a des incidents de jeu qui peuvent arriver. Maintenant, les blessures, encore une fois, je vous le répète. Moi, je me souviens, quand j'étais à France Football, je faisais la liste quand commençait la saison. Et chaque fois, mais chaque début de saison, depuis une quinzaine d'années maintenant, vous avez des listes incroyables de joueurs qui sont blessés. Et ça a été le cas encore cette année, par exemple, on parlait du Real Madrid, qui s'est retrouvé avec Marco Eden Hazard, notamment. avec Eden Hazard, avec plein de joueurs blessés. Et il y avait d'ailleurs eu des polémiques au niveau des journaux espagnols qui critiquaient le choix du staff médical absolument de Zinedine Zidane. Donc voilà, les blessés, ça fait partie de la vie du football parce qu'aujourd'hui, l'exigence est de plus en plus importante. Et il y a effectivement des effectifs importants, notamment dans les grands clubs, pour faire face à ces blessures. Alejandro, est-ce que d'une certaine façon, pratiquement, ça peut donner, alors on verra ces prochaines semaines, raison à la prudence de la Ligue 1, où on voit que les clubs reprennent peu à peu. Lille, Lyon a déjà repris, le PSG va reprendre et veut donner plus de temps pour une remise en forme à ses joueurs? Non, je ne pense pas. Je crois que personne qui est un peu de bonne foi peut approuver le choix qui a été fait par la Ligue de football professionnel en France. Non, je pense que ces blessures s'expliquent parce qu'effectivement, on revient d'un long arrêt et qu'on ajoute… 3 mois, une centaine de jours sans exercice pour les joueurs. Exactement. Et à cela s'ajoute Arrêt total. On a un rythme de match assez effréné, assez rapide. Je remarque quand même que la FIFA a eu la bonne inspiration d'autoriser les 5 remplacements, ce qui permet quand même aux entraîneurs de faire tourner davantage les effectifs et de pouvoir mesurer les efforts. On l'a vu avec Quique Setién, par exemple, qui fait jouer de façon très progressive des joueurs comme Busquets ou comme Suarez afin d'éviter justement qu'ils se retrouvent dans une situation compliquée. Et nous passons en ce vendredi pour clore la semaine à notre session carton. Carton jaune. Dieu magique qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Rémi Ngono, à vous la parole. Quelle couleur et quel carton? Bon, je vais donner quand et à même qui surtout, pardon? à la Fédération équato-guinéenne de football qui, justement, carton jaune, voire rouge, parce que quand même, ils alignent une équipe qui est championne, mais qui est une académie de football, qui prend part aux compétitions africaines et qui, malheureusement, annonce cette fois-ci qu'elle ne pourra pas continuer à prendre part parce que bien qu'étant championne, eh bien, ces joueurs seront vendus à l'étranger, c'est leur priorité. Que l'année dernière, ils étaient bien en Ligue des Champions, qu'ils ont participé au play-off et que maintenant, il faudrait qu'ils vendent au moins 5 joueurs. Donc, à partir de cet instant, ils ne peuvent pas prendre part aux Ligues des Champions africaines. C'est quand même dommage. Soit cette équipe-là ne participe pas au championnat, soit elle va donc savoir que la Fédération équato-guinéenne devrait prendre des dispositions pour qu'elle donne souvent, déclare à notre champion. Ça, ce serait peut-être notre règlement qu'il faudrait y tisser, y concevoir. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit on ne peut pas vendre ses palmiers et avoir l'huile de palme. Xavier Barret, à qui donnez-vous un carton? Quelle couleur? Un carton rouge à la Fédération française de football. Vous savez qu'on fête le triste anniversaire de l'épisode de Nice Na, qui était il y a 10 ans, donc, où l'équipe de France s'était couverte de ridicule lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et donc, le quotidien Le Monde a cherché à se procurer le fameux rapport qui avait été établi à l'époque pour savoir ce qui s'était passé. Et la Fédération française ne l'a pas retrouvé. Elle avait déjà répondu au mois de mars. Officiellement perdu. Voilà, et une demande de la Commission d'accès aux documents administratifs, donc une institution officielle de la République française, la CADA, qui a demandé ce rapport. La Fédération française ne l'avait pas. Et là, quand Le Monde a redemandé, ils ont dit ben non, il n'a pas été archivé à l'époque, donc ils l'ont perdu. Donc c'est quand même assez grotesque pour un épisode qui n'était pas moins. Mais qu'est-ce que ça apporterait de plus? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Je crois qu'on sait presque tout sur Nice Na. Oui, mais quand même, ça révèle une forme d'amateurisme dans la gestion de dossiers, même négatif. À mon avis, la fédération a pas beaucoup envie qu'on connaisse tous les détails croustillants de cette affaire. Alejandro Valente.
Un carton vert, voire un carton vert et jaune, comme les maillots du Brésil, car vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais il y a 50 ans, le Brésil a enchanté le monde dans une Coupe du Monde qui est restée mythique, celle du Mexique en 1970, avec un exceptionnel Pelé qui remportait la Coupe du Monde avec des joueurs magiques à ses côtés, avec des actions extraordinaires. J'invite d'ailleurs tous les jeunes à aller sur les réseaux sociaux pour revoir des images de cette Coupe du Monde de 1970 qui a permis au Brésil de remporter d'ailleurs définitivement la Coupe Jules Rimet, comme on appelait alors la Coupe du Monde. La première équipe à la remporter 3 fois pouvait la garder, donc le Brésil l'a gardée, au moins provisoirement. Et puis voilà, la Coupe du Monde a pu entamer une deuxième ère à partir de là. Pour ceux qui nous regardent, Xavier nous montrait la photo du stade Azteca, ce fameux jour, effectivement, où le Brésil avait été sacré champion du monde pour la 3e fois. Le carton de Radio Foot va au défenseur d'Arsenal, Hector Bellerin. Ça a beaucoup plu à David Finzel, cette histoire. À chaque victoire d'Arsenal, alors ce n'est pas encore fait, il financera la plantation de 3000 arbres à travers le monde, la reforestation qui est faite par une ONG qui s'appelle One Tree Planted. Et donc, ce joueur espagnol, il regarde un peu au-delà d'un terrain de foot et il pense qu'autour des terrains, il pourrait y avoir des arbres et ça serait mieux pour toute la planète puisque cette ONG les plante partout. On termine en musique comme on en a pris l'habitude, chers amis, avec cette fois le Burkina Faso et Smarty. Star du hip-hop burkinabé. Il a été aussi prix découverte de RFI il y a quelque temps. En musique et en chanson, il prône la prudence sanitaire et il la chante, cette prudence face au virus. Ça s'appelle Alerte Corona et c'est financé avec l'aide de l'UNICEF. Merci beaucoup, les amis. Bon week-end à vous et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Au revoir. Au revoir. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps, virus qui tue. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas, que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées, les restos sont confinés, tous les bars sont sous scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc, que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger, c'est secourir les autres, faire le bon geste. Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement au savon. Avant de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilise un mouchoir à usage unique. Oh, en cas de contagion, reste chez toi sans panique. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude.